adhérents à la RVD, dont 270 en suivi sanitaire. Alors, majoritairement bovins, parce que c'est historique. On a une trentaine de producteurs caprins et 3 ovins. 5 mixtes, c'est-à-dire qu'ils ont 2 espèces, bovins et insectes. Le gros des producteurs se trouve surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. On a 18% des producteurs qui se trouvent dans le Nord-Pas-de-Calais. Et depuis 2016, on a fusionné au niveau de la RVD avec la Picardie. On accompagne donc les producteurs Picardie. Donc on est aujourd'hui une trentaine d'adhérents dans ce secteur-là. Donc dans la typologie des producteurs, c'est essentiellement et historiquement les producteurs de produits frais. Donc le produit phare, ça reste le beurre parce que chez nous c'est historique. On est la première région productrice de beurre fermé. Autant que vous avez la crème en Normandie, le fromage dans les régions de montagne, chez nous c'est le beurre. Dans les années 2000, s'est développée une gamme avec l'ajout de yaourt, de fromage blanc, de fromage. Puis en 2010, tout ce qui est dessert plus élaboré, comme des desserts lactés, des crèmes desserts, des flans, des riz au lait, des crèmes glacées, des tartes, des gaufres, avec le suivi sanitaire, avec l'aide de la DDPP, ça s'est professionnalisé. On a mis en place les autocontrôles, les plans de fromagerie, les plans de maîtrise sanitaire. On a toujours suivi l'évolution de la réglementation en partenariat avec la DDPP. Les OPA, mais aussi tout ce qui est laiterie. Alors, qui dit beurre, dit lait crémé. Alors, quand on utilise 22 litres de lait entier, on produit 1 kg de beurre et 20 litres de lait crémé. Et 20 litres de lait crémé, aujourd'hui, beaucoup de laiteries nous le reprend. Mais pas ça ne perdurera pas forcément dans le temps. En tout cas, c'est pas certain. Donc, il y a aussi besoin il y a une nécessité d'être présent ici au sein des OP laiteries. Donc l'accompagnement sanitaire en question, donc on réalise un ramassage des autocontrôles des producteurs avec une collecte des échantillons qui sont envoyés vers le laboratoire interprofessionnel. On transmet un compte rendu au producteur et une fiche conseil ou ça dépend du résultat. Si c'est pas bon, on va l'appeler tout de suite en l'orientant sur ce qu'il faut faire. Si c'est une petite non-conformité mais qui peut se résoudre dans le temps, il y a forcément un rapport. Si tout va bien, on laisse comme ça. Ça confirme la maîtrise sanitaire. En cas de non-conformité majeure, il y a une aide à la gestion de l'alerte. Donc ça peut passer par un plan d'action à mettre en œuvre, avec des recherches complémentaires pour trouver la source de contamination. Donc des recherches au niveau de l'étendue de contamination, par exemple en cave, des recherches au niveau du troupeau, avec des recherches individuelles par animal, des recherches sur la gamme complète, ça peut être des recherches sur l'eau, l'alimentation, les chiffonnettes, les salades de surface, ça peut être tout ça. En tout cas, l'ensemble de ces résultats va nous orienter sur des choses à corriger, entre guillemets, pour le producteur bien sûr. Ça peut aussi passer par un suivi de traite ou un suivi de fabrication ou de le voir en fonctionnement. Nous qui voyons beaucoup de cas, essaierons de le rediriger vers des pratiques plus vertueuses. Le logo produit à la ferme, donc il est attribué au producteur qui respecte un petit peu tout le parcours que je vous ai présenté et la réglementation en vigueur, c'est-à-dire que c'est continuel. C'est notre réseau porte-drapeau. Qui dit association dit adhésion, cotisation, donc il y a différentes formules de cotisation en fonction des services consommés, avec appui ou sans appui. Et la petite flèche que vous avez présentée tout à l'heure, ça correspond au pack 5 à 250 €. C'est aidé par le conseil régional et ça permet d'avoir une année d'analyse gratuite, ce qui permet vraiment une sécurisation de la mise en place du plan de maîtrise sanitaire. Et il y a 2 journées d'appui technique aussi prévues dedans. Donc le deuxième point pour lequel on m'avait fait appel, c'était la réglementation hygiène. Donc l'objectif, c'est d'assurer un haut niveau de protection de la santé publique et avoir des règles harmonisées dans l'Union européenne pour éviter les obstacles au commerce. Donc elle dépend du
packaging de 2006. Alors qu'au niveau européen, aujourd'hui, il est en 2006, ça fait déjà plus de 15 ans. Il est en réflexion de changement. Donc, au niveau de la réglementation, vous avez 3 obligations essentielles. La première, c'est la déclaration d'activité. La deuxième, c'est la mise en œuvre d'un plan de maîtrise sanitaire, formalisé ou non. Alors, il doit être formalisé par écrit dans le cadre d'un règlement européen, ou il doit être réfléchi et opérationnel quand on est pas en règlement européen. Alors, je vais dire après, vous avez une histoire de statut, mais c'est-à-dire que quand un inspecteur des DPP vient, il ne demande pas forcément un écrit chez quelqu'un qui ne va pas travailler, qui va travailler en vente à la ferme ou sur le marché. L'information des consommateurs, ça correspond à tout ce qui est étiquetage. En termes de déclaration d'activité, donc il y a 4 options possibles pour les producteurs laitiers fermiers. La première, c'est la demande d'autorisation de vente de lait cru, remis en l'état au consommateur final. C'est un formulaire spécifique. S'il y a transformation du lait chez le producteur et que ce producteur vend qu'en direct au consommateur, c'est-à-dire vente à la ferme, vente sur des marchés, en tournée à domicile, en AMAP, en distributeur automatique, en événement phare, il y a toujours le consommateur en face de lui. Ça correspond au CERFA 13984, déclaration d'activité. Donc là, il faut qu'il ait ses locaux, qu'il ait son CRS. Ensuite, dérogation à l'agrément européen. Donc là, on vend une partie minoritaire à des intermédiaires, mais toujours majoritairement en direct au consommateur. Dans la limite d'un rayon de 80 km par rapport à l'exploitation, 250 kg de produits laitiers par semaine et 30% de ces ventes au maximum par intermédiaire. Au-delà de ce seuil, on l'oriente vers l'agrément européen. Donc là, c'est un dossier administratif à remplir qui va décrire l'activité avec un PMS formalisé par écrit. Et donc l'estampille européenne va être attribuée par la DDPP après étude du dossier et après plusieurs visites du site de l'exploitation. Le PMS, donc qu'est-ce que c'est? C'est une formalisation en fait, de toutes les pratiques, les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques d'hygiène que met en œuvre le producteur, que ce soit au niveau du personnel, que ce soit au niveau de la maintenance des équipements, du plan de nettoyage des locaux et des équipements, du plan de lutte contre les nuisibles, de la qualité de l'eau, de la gestion de tout ce qui est ingrédients entrants, que ce soit les ferments, la présure, tout ce qui va être intrants extérieurs, je pense aux jus, à la poudre de lait éventuellement mis dans les yaourts, les fruits, etc. Tout ce qui est aussi stockage des produits, comment on va le gérer, la vente à la ferme et le transport des produits, le maintien de la chaîne du froid. Donc tout ça doit être décrit. Et ensuite, il faudra décrire des plans de type HACCP pour la production de lait et pour chaque produit fabriqué. Donc, l'HACCP production du lait, concrètement, c'est les différentes étapes, l'alimentation, la traite, l'hébergement, la réforme, le tarissement, voilà, toutes les étapes clés un peu de l'élevage, où on va décrire qu'est-ce qu'on met en œuvre comme moyen préventif pour éviter qu'il y ait des accidents sanitaires, comment on les vérifie au quotidien, et si ça arrivait, comment on le corrige. Voilà. Donc ça c'est au niveau production du lait. Après vous avez la même chose au niveau des produits. Donc, par exemple pour le fromage, c'est maturation du lait, emprésurage, caillage, découpage du caillé, moulage, pressage, affinage. Voilà. À chaque étape il peut y avoir des possibilités de contamination et comment on fait pour le gérer. Donc pour chaque produit il y a ce plan de type HACCP et ça permet de bien analyser tous les dangers. Professionnel, c'est responsabilité vis-à-vis de ça. À la fin de ce PMS, il y a aussi la description des procédures de traçabilité, comment ils gèrent ces numéros d'eau, à quoi ils correspondent, où ils sont enregistrés, et un plan d'autocontrôle, c'est-à-dire à quelle fréquence il analyse ces produits et comment il vérifie qu'il maîtrise bien l'ensemble de son activité. Donc la fréquence, elle va être définie en fonction du volume produit, de sa gamme,
des produits un peu plus à risque ou pas. On va plus analyser les produits plus à risque que ceux qui sont moins à risque. Du nombre de personnes qui travaillent aussi. Plus il y a d'opérateurs, plus il y a de risque de soucis. Il n'y a pas une bonne communication entre l'entreprise. Et il devra aussi également décrire la gestion des non-conformités. En cas de souci, pour son plan d'action, il soit déjà prédéterminé, les affichettes pour les magasins qui soient prêts, une note d'information à la DDPP, elle doit déjà être prête aussi. Tout doit déjà être préparé. La liste mail de tous les contacts aux vendeurs, il faut transférer l'info. Tout doit être fait pour être actif le plus vite possible et de cesser l'exposition en danger des consommateurs. Donc pour rédiger tout ça, vous voyez, c'est quand même assez lourd, assez long. On a un guide des bonnes pratiques d'hygiène. On en avait un en 2004 qui avait été établi au niveau français et reconnu par les pouvoirs publics, sauf qu'il ne prenait en compte que les dangers biologiques. Avec le paquet hygiène qui est arrivé en 2006, donc 2 ans après, on nous a demandé aussi de prendre en compte les dangers physiques et chimiques. Donc au niveau européen, via l'association Face Network, je vous exposerai tout à l'heure, on a en 2016 validé un guide de bonne pratique d'hygiène européen. C'est validé par la Commission européenne, on ne peut pas le contester. Ensuite, l'information des consommateurs. Il y a différents points qu'on doit retrouver sur une étiquette. Les coordonnées du producteur pour pouvoir identifier le produit contaminé, la dénomination du produit, le poids ou le volume net, la liste claire et précise des ingrédients, dans lesquels on va retrouver notamment tout ce qui est allergène, parce que ça fait partie des dangers chimiques aujourd'hui, les conditions de conservation, la durée de vie minimale, le numéro de l'eau et les sanctions européennes. Les contrôles et sanctions de la DDPP. Donc il y a 3 ministères qui exercent conjointement des missions officielles assurant aux consommateurs la sécurité sanitaire des aliments et la loyauté des pratiques. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation avec l'ANSES qui est l'agence scientifique qui va évaluer les risques. La DGAL qui régit la réglementation sanitaire, la politique de contrôle et les défis d'inspection, mais aussi les plans de surveillance et les plans de contrôle en fonction d'une évaluation des risques. Donc, tout ça s'est mis en œuvre au niveau local par la direction départementale de la protection des populations, DDPP, ou les DRAF. Donc les DDPP, il faut savoir qu'elles ont fusionné, c'est ce qu'on appelait anciennement les DSV, Direction des services vétérinaires, avec les fraudes. Aujourd'hui, ça s'appelle DDPP. C'est l'organisme de contrôle officiel. Il y a aussi l'AMUS, mission d'urgence sanitaire, c'est elle que la DDPP consultera en cas d'alerte sanitaire pour l'orienter sur le plan d'action à mettre en œuvre, en fonction de la gravité du risque. Ensuite, vous avez le ministère de l'économie et des finances. Donc, la DGCCRF dépend encore quand même du ministère de l'économie et des finances. C'est eux qui auront le pouvoir de mettre des amendes, de vérifier aussi tout ce qui est loyauté des produits, tout ce qui est notion d'étiquetage, de conformité d'étiquetage. Ils pourront faire retirer immédiatement d'un rayon des produits qui leur paraîtraient impropres à la consommation. Ils ont un pouvoir beaucoup plus restrictif. Et le ministère de la Santé avec l'Agence régionale de santé, où eux vont gérer tout ce qui est qualité de l'eau et remonter tout ce qui est enquête épidémiologique avec les toxines-infections alimentaires. Les inspections sont planifiées à partir d'un référentiel de risque qui va prendre en compte le type de produit, s'il est sensible ou pas. Donc, par exemple, on a la pâte à toute laver qui est dans les produits laitiers fermiers, enfin même produits laitiers tout court, le produit le plus sensible en termes de contamination. Les procédés de fabrication, si c'est au lait cru ou au lait pasteurisé. Le volume d'activité, donc il y a des paliers, en dessous de 500 000, en dessous d'1 million, au-delà de 2 millions. Plus on transforme, plus la pression d'inspection peut être élevée. La sensibilité aussi des consommateurs, si on vend à des cantines ou pas, parce que derrière on a affaire à un public sensible et on touche tout de suite beaucoup plus de consommateurs. Et donc le risque théorique, il va être la multiplication de tous ces facteurs, permettra de donner une note à chaque atelier qui sera définie en 4 catégories. Donc, un atelier qui est très faible risque sanitaire, à niveau 4 qui est très élevé en termes de risque sanitaire. Donc ça c'est la DDPP qui définit. Alors, en termes de fréquence d'inspection, on peut en avoir un maximum 2 dans une année, une tous les 3 ans. Enfin, un tous les 3 ans. Donc que vérifie la DDPP?
Donc le producteur, il faut qu'il fasse une analyse du danger, qu'il applique ce qu'il a écrit, qu'il vérifie par ses autocontrôles. La DDPP va vérifier qu'il a bien réalisé un PMS, qu'il applique bien ce qu'il écrit et qu'il vérifie bien que c'est efficace au travers de ses autocontrôles. Donc, il le fait à travers une grille d'inspection qui comprend 6 chapitres généraux: l'identification de l'établissement, les locaux et équipements, la maîtrise de la chaîne de production, la traçabilité de la gestion des non-conformités, la gestion des déchets, des produits animaux et des eaux résiduaires, la gestion du personnel et un chapitre spécifique élevage avec la production des primaires où concrètement ils vont vérifier l'aspect tenue du carnet sanitaire, l'armoire à pharmacie, la gestion des ordonnances. Donc moi je me présente, je m'appelle Bruno Lucien, je suis agriculteur pas loin d'ici, de l'autre côté de Beauvais à 15 km, producteur de lait, transformateur, je produis des yaourts, du fromage, on a 80 hectares, je suis en GAEC avec mon fils, une salariée sur le laboratoire pour la transformation, et puis ma fille qui est en appui derrière, qui gère le magasin de vente à la ferme et qui vient nous aider un petit peu sur la transformation. Et on a donc 60 vaches laitières de race Montbéliarde. On produit environ 350 000 litres de lait. Alors, il y en a qui vont peut-être faire des rapides calculs. On ne cherche pas la performance, ce qu'on cherche, c'est la qualité. Et on transforme à peu près 200 000 litres de lait. Donc en yaourt, fromage blanc et fromage affiné. Alors ça veut dire beaucoup de choses en fait. C'est quand il n'y a pas une règle très stricte par rapport à des choses sanitaires pures, comme des contrôles, comme tout ça. Tout part déjà à la production, à l'alimentation des vaches, de A à Z. On est en train de refaire actuellement des locaux pour justement remettre une laiterie au propre, du même style que notre laboratoire, en panneau, enfin voilà, où on peut réceptionner du lait dans les mêmes conditions que le laboratoire. Également, un truc que, enfin voilà, ça c'est nous qui voulons gérer par rapport à tout ça, on va bétonner la cour. Qu'est-ce que ça va avoir là-dedans? Bah ouais, c'est très important. C'est que, en fait, quand on roule avec le tracteur dans la cour, on rentre aussi dans la stabilisation des vaches avec les roues et on distribue à manger. Il suffit que les roues soient souillées et qu'on contamine l'alimentation, c'est l'hystéria derrière direct. L'entretien des silos, fondamental. Le stockage des aliments, foin, paille, tout démarre de là. En fait, la maîtrise sanitaire va démarrer déjà sur le troupeau et sur vraiment la gestion même de l'alimentation, de la traite, enfin voilà, il faut vraiment mettre toutes les conditions optimum déjà de ce côté-là. Je dirais que moi je m'occupe de la partie laboratoire, Alexandre, mon fils qui est avec moi, lui s'occupe de la partie production. On a chacun nos responsabilités. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le labo, je le vois tout de suite dans le lait. On a aussi des contrôles pratiquement tous les 3 jours, puisque notre lait, le surplus de lait est ramassé par la laiterie. On a déjà toutes les analyses de qualité, de cellules et tout ce qui s'ensuit dans le lait. Donc déjà, on voit déjà comment travaille l'éleveur déjà à la base. Et puis nous, quand on fabrique, le lait, il se comporte différemment suivant comment ces vaches sont nées. À l'excès, une vache qui a une ration pas équilibrée, on va avoir des taux comme surtout le taux protéique qui va être dans les godasses, et là c'est impossible de transformer. Il faut de la matière protéique dans le lait, c'est ce qui fait le lien quand on fait de la coagulation. Donc voilà, il y a tout avant une maîtrise de l'élevage. Et puis après, côté laboratoire, alors là, forcément, il y a une rigueur encore plus importante, puisque à partir du moment où le lait arrive sur le laboratoire, là par contre, nous on y prend des précautions super importantes, puisqu'on commence déjà par rentrer dans un sas où on va se changer, où on va mettre de quoi se couvrir la tête pour les cheveux, enfin voilà, tout ce qui peut tomber, et puis surtout se laver les mains. Ça c'est très important parce que ce qui va apporter beaucoup c'est les mains en fait. Les mains, on trouve partout. Ça c'est infernal. On se lave les mains 100 fois par jour. On va chercher un carton d'emballage, on le ramène, on se lave les mains. Alors, tout ce qu'on peut toucher, on remonte ses bottes, on va se laver les mains. Enfin, c'est tout comme ça, tout le temps, tout le temps. Donc il y a vraiment une maîtrise. Et puis moi, je suis un peu le gendarme là-dedans parce que j'ai une salariée, comme je disais tout à l'heure. Et il faut que je vérifie tout le monde. En fait, alors, je ne suis pas là à dire, oh, non,
fais gaffe, je jette un coup d'œil, je vois comment elle rentre, je vois comment elle se comporte, est-ce qu'elle va se laver les mains et tout ça. Parce que derrière, on vend nos produits, on est super conscient que c'est super dangereux. Parce que, bon, je suis pas à l'extrême, hein, mais ça peut dériver. Mais il faudra vraiment voir. Dans le labo, très honnêtement, à partir du moment où on gère vraiment les mains, l'hygiène personnelle, les mains, et puis les locaux et le matériel, normalement tout se passe à peu près bien. Voilà. Donc nous on a donc pour schématiser, on arrive, on a un sas, on se change, comme je disais tout à l'heure, on se lave les mains. Là on va rentrer dans une salle de transformation. Dans la salle de transformation, là ce coup-ci, on est en contact direct avec tout ce qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, c'est là qu'il faut vraiment faire gaffe. Tout ce qui va rentrer, les cartons, les choses comme ça, faire gaffe, parce que c'est hyper pollueur. Il n'y a rien de pire qu'un carton qui peut transporter toutes sortes de trucs. Et puis, quand on récupère le lait aussi, parce que nous, on a choisi de ne pas avoir le laboratoire qui est juste annexé à la production, par souci de pollution, je dirais, odeur, mouche, tout ça, on est un petit peu écarté, donc on transporte le lait en cuve, et on le ramène. Et là, on a aussi un autre sas où on va récupérer le lait, donc quand on va mercredi, à chaque fois qu'on ressort, on retourne à la case départ, rechanger, relaver les mains, rechanger les godasses, ainsi de suite. Et puis ça, c'est valable pour tout le personnel. Et puis de là, on a une laverie aussi qui est un petit peu séparée, où là on va retrouver la laverie dans son terme, hein, on va avoir notre lave-batterie, on va avoir la plombe, on va avoir tout ça. Tout est nettoyé là, c'est isolé de la salle de fabrication pour éviter les projections sur du matériel qui serait propre. Voilà. Après, on va avoir aussi derrière un couloir qui va nous emmener à notre chambre froide, à notre salle de ressuyage, à notre cave. Et jamais les produits, quand ils ont passé la porte pour partir de l'autre côté, jamais ils reviendront. On a un sens de marche qui est obligatoire. La DDPP le demande. Il faut savoir le sens de marche du personnel et le sens de marche du produit. Quand le produit ressort de la chambre froide, il réemprunte le couloir, mais jamais il va repasser de l'autre côté. Il y a une porte à la sortie d'un côté pour partir sur l'extérieur à la vente, une porte de l'autre côté qui rentre dans le magasin pour revendre au magasin. Voilà, donc la maîtrise, tout à l'heure la question par rapport à la maîtrise, elle est de A à Z, y compris sur le chemin de tout le monde, les produits, le personnel, comment le personnel croise les produits aussi, très important. Pas que le public, par exemple, qui vient au magasin, puisse accéder dans le couloir, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. On a tout ce qui est, donc elle l'a bien expliqué tout à l'heure Marie, sur les contrôles, on fait un autocontrôle, des autocontrôles, nous trimestriels, on a choisi d'en faire tous les 3 mois, parce qu'on travaille avec les collectivités, les collèges notamment. Là on touche vraiment du public jeune, sensible, donc il faut faire super gaffe. Donc voilà, on fait des autocontrôles. Alors Marie reçoit, puisque c'est elle qui nous les prend, elle reçoit le résultat de l'analyse, elle l'étudie, alors s'il est bien, tant mieux, hein, on nous envoie un courrier avec le résultat de contrôle sans commentaire. Sinon si c'est mal, téléphone tout de suite. Alors, justement tout à l'heure, je passe peut-être très vite sur les points où on devait poser les questions, mais en fait ça devait s'enchaîner comme ça. Et donc on finit par me demander aussi si voilà, j'ai déjà eu des problèmes sanitaires. Donc ça c'est le dernier point. Oui, ça arrive. Et ça arrive chez tous les producteurs, plus ou moins grave. Donc personnellement j'ai eu une alerte Listeria. Alors je vous garantis que la première fois que ça vous arrive, là vous dites ça y est, je suis mort, vous voyez déjà les gendarmes dans la cour, les scellés sur la porte, sans déconner, c'est journaliste. Ouais, par exemple aussi. Donc, mais non, en fait, ça dépend de la gravité aussi. Donc moi, c'était une alerte Listeria qui a été dénombrée par rapport à un autocontrôle que j'ai fait. Spontané, hein, j'ai pas triché, hein, j'ai pris une analyse qui est passée par Marie, tout de suite elle m'a rappelé en disant attention, tu as une alerte Listeria. Donc derrière, il faut attendre 2-3 jours pour le dénombrement. Mais tout de suite, c'est mail à la DDPP, voilà ce qui m'arrive. Eux, ils vous demandent des actions mises en œuvre, amont, aval, donner toute la liste des gens qui ont été concernés par les produits en tant que revendeurs, surtout, et puis surtout les départements à côté. Parce que là, ça sort de leur maîtrise, parce que tant que c'est dans le département, ils arrivent à maîtriser eux-mêmes avec vous. Et quand ça commence à sortir, il va falloir qu'ils aillent interroger d'autres DDPP à côté, et puis voilà. Et quand ça va trop loin, ils n'aiment pas ça. Mais bon, là, en l'occurrence, on avait ce qu'il faut.
on envoie les affichettes à tous nos revendeurs, on sort le listing, tout l'intérêt d'avoir une traçabilité derrière, avec tous les numéros de dos, les bons de livraison, même les factures au cas où. Et puis, on fournit ça à la DDPP, eux les avertissent tout de suite si ça sort du département. Et auquel cas, de toute façon, ils vont toquer à la porte, les DDPP. Moi, quand j'ai eu l'alerte Listeria, j'ai un de mes revendeurs qui est dans l'heure, à côté, qui m'a dit à 8h au soir, il y a quelqu'un qui est venu taper à la porte. Est-ce que M. Lucien vous a envoyé la fichette pour faire le retrait des produits? Alors qu'il n'y avait pas feu à la mer, hein, c'était pas. Enfin, moi je l'avais mal pris aussi parce que je ne m'attendais pas à ça. Et finalement, après dénombrement, on est inférieur à 10. Donc ce que je disais tout à l'heure à notre groupe, inférieur à 10, quelqu'un qui est bienveillant, il faudra qu'il bouffe une palette pour être malade. Donc il n'y avait aucun risque parce que la tolérance c'est 100. Mais il y a des dénombrements quand même. Et là, j'ai fait le rappel du lot concerné, Marie Landval qui nous assiste pour justement parler de la RVD, qui est venue tout de suite, le lendemain. On a pris tout dans la cave, on a tous les échantillons de tous les lots, on a tout envoyé en analyse. Et retour de tous les analyses de 3 jours après, on rejoint au CRFS, rien. Du tout. Donc c'était uniquement ce lot-là qui est en suspicion. On a fait le rappel. Il y a 10 camemberts qui sont connus. Parce que le temps que l'analyse se fasse, moi que j'avais livré 8 jours avant, les magasins fonctionnaient. Il n'y avait plus rien sur le marché, tout le monde avait mangé. Il y a peu de tests sur le troupeau Non. Il y a juste toutes les analyses sur les produits. Sur le lait, produit par le troupeau autant, tout était négatif. Donc c'était vraiment, quand tout à l'heure on dit une alerte, c'est vraiment une alerte en fait. Et vous, dans votre chaîne, est-ce que vous êtes capable de dire c'est à ce moment-là que ça s'est produit, il faut que je le fasse différemment ou c'est impossible? Alors, on sait exactement à quel moment ça s'est produit parce qu'on a le numéro de lot qui correspond à un jour de fabrication et à ce lot-là forcément qui a été fait par un tel. À part ça, à partir du moment où ce lot-là, il est positif, il a été révélé positif, mais les autres n'ont rien. On ne va pas aller chercher plus loin, ça ne sert à rien. On est surveillé derrière, tous les 3 mois on en fait, et derrière il n'y a rien eu. C'était ce lot-là. Alors maintenant il faut savoir, parce que la DDPP nous demande de faire l'analyse de tout ça. Donc là on va analyser, et c'est là qu'on revient tout au début de ce que je vous expliquais, pourquoi on est en train de faire la laiterie, pourquoi on est en train de bétonner dehors, parce que la suspicion, elle était simplement que, à mon idée, Alexandre, en donnant à manger, comme il roule dans la cour et il rentre dans le bâtiment pour distribuer, il a roulé dans de la boue, la listeria est transportée par la terre, elle s'est retrouvée par les roues dans la boue des vaches. Simplement en roulant au sol avec l'eau. Je pense que ça vient de là. Parce qu'après ça s'est arrêté. C'est quand même assez rare parce qu'on maîtrise et on est assez conscient de ça. On fait très attention à ce qu'on fait. Et par contre, aujourd'hui, le consommateur, il a quand même tendance à dire voilà, c'est méchant. Il y a quand même, pour vous, tout ce que vous vendez, c'est quand même directement des consommateurs. Oui. Comment vous protégez l'entreprise par rapport à ça? Aujourd'hui, quelqu'un, voilà, parce que ça peut être très naturel. La transparence tout de suite. Nous, le jour où c'est arrivé, ça, on a été vraiment très radical dans les mesures. Le jour même, dans le magasin, il n'y avait plus du tout de produits au lait cru. On retrouvait que les yaourts. Les gens, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui se passe? C'est vide. On avait une affichette, on a discuté longuement avec les gens, et on a perdu personne. Ils ont compris. On a expliqué. C'est... Voilà, attention, hein, c'est pas... L'hystéria, c'est méchant, hein, pour quelqu'un qui est sensible, mais c'est pas non plus une salmonelle, ni une chose comme ça, quoi. Hein. Ça peut aller loin, mais après, c'est de la transparence. De toute façon, la DDPP nous demande ça, d'être très transparent avec eux, mais aussi avec nos clients. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont mises en place dans le plan de mesure de ce qu'on a cité tout à l'heure, où on met des affichettes, où on discute avec les gens, où on dit à la DDPP. Et la DDPP, par exemple, moi je suis dans l'Oise, elle ne prend pas de risque, alerte l'hystéria, clic, elle remonte au ministère direct, DGA. Le DGA m'a envoyé un mail en me disant qu'est-ce qui se passe. J'ai dit attendez, je voyais un temps. Ah ben il dit dans l'Oise, ils ont fait toucher. Parce qu'avant il y avait eu des autres problèmes sur d'autres fromages. Et ils prennent ça vraiment très très à peu. Alors, vous qui êtes assureur,
ça peut être derrière des conséquences vraiment très graves économiquement. Parce que, bien sûr, on peut... Alors moi, j'ai encore ma laiterie qui me ramasse mon lait, donc du jour au lendemain, je dis, bon ben voilà, c'est mort pour tout ce qui est fromage, produit au lait cru, et je mets mon lait en laiterie, et puis de toute façon, eux, ils le traitent, et il n'y a pas de souci. Mais n'empêche qu'il y a quand même la perte d'exploitation pendant ce temps-là, parce que moi, il y a une salariée qui est là, je vais lui faire quoi enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. Et si jamais il y avait eu tout de contaminé dans le laboratoire, là c'est catastrophique, ça peut se chiffrer par milliers d'euros. Parce que quand la chambre froide elle est pleine, quand la cave elle est pleine, ça peut aller très vite. Juste l'exemple, vous faites un rapide calcul. Actuellement dans la cave, je ne prends que l'atome, parce que je fais de l'atome,